pour une fois, ma recommandation, ce n'est pas un film d'actualité. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Non. Oh mec, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public, l'émission est à retrouver à la fois en podcast et sur YouTube tous les 15 jours, le lundi à 17 h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat et cette semaine, on revient sur la meilleure série super-héroïque encore aujourd'hui, à savoir Misfits. Mais avant de me tomber dessus en commentaire, laissez-moi vous le prouver en 5 points sur les raisons qui me font penser qu'elle dépasse même The Boys ou Légion sur certains points. Je reviendrai sur quelques news en bref et enfin je terminerai par une recommandation, que ce soit un film, une série, qu'il soit récent ou non, bref, je vous en parle en fin d'émission et cette semaine, je vais vous parler du meilleur film de Ryan Reynolds, The Voices. Et ça commence maintenant. Comme le cinéma, les super-héros sont encore partout et ce depuis un bon moment. Si certaines générations se souviennent de Batman dans les années 60, ma génération était plus portée sur un certain Smallville, qui n'hésitait pas à élever le niveau à l'époque. C'était une petite révolution sur le petit écran et même si la série a très mal vieilli, les 5 premières saisons ont été une révélation dans mon petit cœur d'adolescent. Nécessitant des effets spéciaux ambitieux, les séries super-héroïques ne sont pas assez marquantes sur cette époque. Après tout, le genre super-héros, même au cinéma, devient sérieux que depuis quelques petites années, avec un certain X-Men de Bryan Singer ou encore Spider-Man de Sam Raimi. Alors le monde de la télévision va prendre ce contre-pied sans forcément tout le temps briller. DC va donc multiplier les séries avec CW qui auront leur public ressemblant plus à des clips vidéo. Pour rappel, CW est une chaîne qui met en avant des artistes musicaux, c'est pour ça que Smallville a une excellente BO par exemple. Mais pour ma part, aucune de ces séries ne trouveront grâce à mes yeux, mis à part, comme je le disais un peu plus tôt, Smallville. Par la suite, il y a également Marvel qui multiplieront aussi les essais avec le succès lancé d'Avengers en 2012. Mais ils se lanceront assez tard selon moi et beaucoup seront oubliables, mis à part les excellentes séries WandaVision ou encore Loki. Car oui, il faut le dire quand ils font quelque chose de bien. Marvel aura aussi ses séries Dark avec la génialissime Daredevil, mais qui partira en sucette quand il y aura un univers connecté, car tu comprends, c'est la mode. Légion, aussi dans l'univers X-Men, n'aura pas trouvé son public malgré de bons éloges à son égard. Donc, vous l'aurez compris, DC et Marvel, bon, c'est parfois sympatoche, parfois très mauvais, voire peut-être même oubliable. Donc, rien de foufou quoi. Alors, que fait la concurrence? Heroes n'aura le droit à une saison bien écrite et des suites catastrophiques au point de quitter le navire pour les spectateurs en saison 2 et la série pour la saison 4. Donc, on peut dire que c'est pas la claque attendue, alors que c'était plutôt bien parti à la base. Du côté de Netflix, ils feront Umbrella Academy, qui n'aura pas assez d'aura pour être mémorable. HBO, quant à eux, sortiront Watchmen qui brillera dans son approche de cette merveilleuse mini-série. Du côté de Disney, je vous ai déjà parlé de Marvel, même s'ils auront une série légèrement différente avec la série plutôt assez drôle d'ailleurs, Extraordinary, mais on parle plus de pouvoir que de super-héros. Et oui, je confirme qu'il faudra attendre The Boys pour dépoussiérer et critiquer l'industrie des super-héros. Succès ou rendez-vous, critique élogieuse, The Boys fait partie du catalogue phare aux côtés de Fallout dans laquelle nous avons consacré une critique il y a 2 semaines si cela vous intéresse. Mais en vérité, même si The Boys a d'excellentes qualités et reste la meilleure série de super-héros de ces 5 dernières années, vous voyez, je sais le reconnaître, mais si on recule de quelques années, une série la dépasse sur des points qui me feront pencher la balance. Remontons donc en 2009 sur la chaîne Channel 4 qui a le vent en poupe en Angleterre depuis sa série polémique Skins. Misfits est une série anglaise faite par Howard Overman, diffusée entre 2009 et 2013. Plusieurs prix lui seront consacrés comme 2 BAFTA, dont la meilleure série dramatique, rien que ça. Le synopsis de la série a été vu 1000 fois, surtout avec les productions Marvel ou DC. Cependant, on découvrira en 5 points pourquoi Misfits marquera l'histoire du petit écran.
Pour son histoire, suite à un orage, des jeunes délinquants s'aperçoivent qu'ils ont des pouvoirs et ils ne sont pas les seuls. Pour vous résumer la situation, c'est comme si Skins avait épousé des super-héros. Bon, je vais vous admettre 2 défauts, comme ça on pourra passer aux arguments qui en font une série d'exceptions. Alors, oui, l'orage qui frappe les adolescents est assez kitsch. Par chance, cet effet n'est utilisé que dans le pilote, et les effets spéciaux qui suivront seront très bien utilisés par la suite. Et l'autre argument, c'est qu'il y a 2 saisons en trop. Les 3 premières, par exemple, concluent parfaitement la série. Mais oui, les 3 premières saisons sont à la hauteur d'une des plus grandes séries que j'aime remater comme un film culte. Les 2 saisons seront malheureusement en trop, bien qu'elles sont plutôt sympathiques. Et on commence avec le premier point des arguments phares. 2 très bons acteurs qui en font une série crédible. Nathan, imprévisible et complètement barré, ce personnage va mettre à rude épreuve la bande. Il est interprété par l'acteur irlandais Robert Sheehan, que vous avez pu voir dans Killing Bono par exemple, ou Umbrella Academy, qu'on a évoqué plus tôt. Simon, effacé et timide, c'est notre héros de l'histoire. Il est incarné par l'acteur gallois Ivan Rheon, que vous avez pu observer dans Game of Thrones, dans le rôle de Ramsay Bolton. Kelly, grande gueule mais sensible, elle est jouée par l'actrice britannique Lauren Socha. Curtis, l'athlète du groupe, il est interprété par l'acteur britannique Nathan Stewart Jarrett, que vous avez pu voir dans l'excellente série Utopia. Alicia, hautaine et très jolie, elle est incarnée par Antonia Thomas, que vous avez pu voir dans Sunshine or Late, The Good Doctor ou encore un clip de Coldplay. Et je vais m'arrêter là pour les personnages, car après la saison 3, tout comme la série Skins, le casting changera. Et malheureusement ce sera pas forcément intéressant. La présentation est faite, ces acteurs maîtrisent totalement leur jeu tout en étant bien dirigés. Bien évidemment, certains auront une carrière par la suite, vous aurez même des guests qui ne l'étaient pas vraiment à l'époque, comme Nathalie Emmanuel qui aura un rôle de choix dans Game of Thrones et dans le prochain Coppola qu'on va évoquer tout à l'heure. Avec les différentes possibilités, les pouvoirs et les situations, les acteurs se donneront à cœur joie pour montrer la palette d'émotions, passant parfois du rire aux larmes assez facilement. Le deuxième point, c'est une série qui peut se suffire à elle-même avec ses 3 premières saisons. À la base, le show devait durer 3 saisons, et ça se sent. Les arcs narratifs se bouclent grâce au voyage dans le temps, et on sent une conclusion parfaite. Pourtant, le show durera 2 saisons supplémentaires sans forcément se renouveler. La série est rallongée, c'est un peu négatif comme argument, sauf que rien de honteux non plus. Dans ces 2 saisons supplémentaires, les showrunners ont juste tiré sur la corde, mais ont proposé 3 saisons d'exception sans épisode de remplissage. Je pense juste que les 2 saisons supplémentaires sont là pour les fans aimant l'univers de la série. Donc si vous en voulez encore, vous savez quoi faire. Sinon, arrêtez-vous aux 3 premières saisons. Le troisième point, c'est des pouvoirs. Ok, c'est du déjà vu, mais leur utilisation dans le récit est assez innovante. On est toujours basé sur le mal-être adolescent, mais cette fois-ci, chacun a un pouvoir particulier et ce n'est pas forcément une bénédiction. Par exemple, Simon, timide, réservé, que personne ne remarque, aura la faculté d'être invisible, comme si il était enfin invisible aux yeux de la société. Kelly, à force de juger, voire d'être agressive envers les autres, sans forcément connaître, aura la faculté d'entendre ce que les gens pensent. Ce qui sera un fardeau pour elle d'ailleurs, dans le sens où elle verra le véritable visage des gens, avec toute la noirceur qui va avec. Alicia, c'est la bimbo du groupe qui veut être remarquée et aguichée, adore la séduction. Son pouvoir sera aussi un véritable boulet. En effet, si une personne la touche, la personne aura forcément envie de coucher avec. Curtis, qui vit trop dans le passé, culpabilise de ne plus courir, il a été pris en possession de drogue et aura le pouvoir de remonter le temps. Le problème, c'est que cela fera de nombreux effets papillons. Si ça vous rappelle un peu Gen V, eh bien c'est normal, car ils utiliseront le même procédé avec ces jeunes ados, comme quoi l'univers de The Boys n'a pas tellement initié la chose. Le quatrième point, tout comme Skins, on suit un personnage par épisode. Scénaristiquement parlant, c'est la meilleure façon de suivre les personnages et d'être attaché à eux. Connaître leur histoire avant les événements est assez intéressant car ils sont tous très différents. Comme ça, on suit le personnage avec ses problèmes et aussi sa gestion du pouvoir en question. Tout est dans une irrévérence qui peut parfois tomber dans la comédie ou même carrément dans le drame. Ce rythme d'épisode instaurera même une romance qui au départ aurait été impensable au début du show. Simon et Alicia, 2 personnages totalement opposés, sera une romance pleine de finesse, d'audace, bref, ça fonctionne. Nathan, joué par, je le rappelle, Robert Sheehan, personnage préféré des spectateurs, partira en fin de saison 2 et sera remplacé par Rudy, interprété par Joseph Gilgun. Il sera forcément comparé et fonctionne presque de la même façon, pour ne pas perdre d'ailleurs les spectateurs, et ça fonctionnera.
Et 5e et dernier point, de grands moments marquants. Ce dernier point, vis-à-vis de mes arguments, c'est pour vous donner envie de regarder la série afin de prouver l'originalité de celle-ci. Vous aurez ainsi des épisodes mettant en scène des zombies, un homme se croyant dans GTA comme s'il n'avait jamais déconnecté du jeu, une histoire d'amour avec un gorille, une vieille dame ayant le pouvoir d'être à nouveau jeune, quelqu'un qui essaiera de tuer Hitler dans le passé, un tatoueur où les dessins deviennent réalité, un petit tuto comment larguer sa copine sans la faire souffrir en essayant plein de scénarios quand on a le pouvoir de remonter dans le passé, un bébé ayant le pouvoir d'influencer les gens, des intrigues résultant la mort plus ou moins accidentelle des agents de probation de la bande qui devient presque même un running gag, mention spéciale aussi au Milk Guy, télékinésie spécialisé dans les produits laitiers devenu un serial killer. Bref, j'en oublie forcément car la série reste riche en termes d'histoire. Et vous, connaissez-vous la série? Si vous l'avez vue, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Première news, le prochain Coppola se dévoile dans un teaser plutôt intriguant. Après un abandon il y a une dizaine d'années par le cinéaste, le film refait parler de lui en 2019 avec une autoproduction de la part de la légende. Avec ce New York fantasmé par le réalisateur, le trailer nous montre un architecte. On imagine qu'on nous dévoile un artiste, le reflet peut-être de Coppola, ayant atteint le sommet de son art, d'où l'image de cet immeuble. À en croire ce teaser, c'est presque méta quelque part et semble aussi être vu comme une œuvre testament et aussi une lettre d'amour à sa femme décédée le 12 avril dernier. Megalopolis a toujours été un film dédié à ma chère épouse Eleanor. J'avais vraiment espéré fêter son anniversaire ensemble ce 4 mai, mais malheureusement cela n'est pas le cas. Alors permettez-moi de partager avec tout le monde un cadeau en son nom. Pour rappel, le film est attendu au Festival de Cannes de 2024, mais toujours pas de date pour nos salles françaises. Deuxième news, la suite de L'Exorciste Dévotion va avoir une refonte complète. En effet, après avoir viré David Gordon Green, l'investissement des 400 millions de dollars par Blumhouse n'est pas vraiment très rentable. Alors le studio doit avoir un grand nom pour rassurer, voire pour susciter un tant soit peu l'intérêt pour cette trilogie presque mornée. Selon Deadline, Mike Flanagan aurait la lourde tâche de continuer la saga, alors pas de signature, mais les négociations sont sur la table. Le réalisateur s'est spécialisé dans le monde de l'horreur pour Netflix et pour le cinéma avec Dr. Sleep, la très bonne suite, il faut le dire, de Shining. Pour L'Exorciste, est-ce que Mike Flanagan est le candidat idéal? C'est la question que l'on peut se poser. Dans tous les cas, la première pierre à l'édifice, elle est bien fissurée. Le film de Dévotion s'est retrouvé dans beaucoup de flops de 2023 avec un scénario sans saveur ni marquant, ne sachant pas raccrocher les wagons avec le premier film. Ou s'il le fait, c'est avec de gros sabots. Alors que l'idée de génie aurait justement été de ne pas jouer sur la nostalgie, le rendez-vous est malheureusement raté. Alors, est-ce que le deuxième rendez-vous sera à la hauteur? Et vous, qu'en pensez-vous de ce choix de réalisateur? Est-ce qu'il peut sauver la saga du naufrage? Dites-le moi en commentaire. Troisième et dernière news, les premiers retours sur la planète des singes, le nouveau royaume, ont été dévoilés. Mon ressenti après avoir vu la bande-annonce, c'était assez froid. Ayant beaucoup aimé les vieux films ainsi que la nouvelle trilogie, qui sont de très bons préquels reboot, j'essayais de comprendre l'intérêt d'un nouvel opus. Quoi que j'en pense, la presse ont eu la chance de voir le film et de me faire douter car c'est visiblement très bon. Le co-leader dit par exemple, entre les origines, l'affrontement, suprématie et maintenant le nouveau royaume, cette saga continue d'être l'un des meilleurs reboots de franchise à ce jour. Comme prévu, il n'y avait pas de meilleur réalisateur pour prendre la relève que Wes Ball. La maîtrise personnelle de Ball en matière d'effets visuels a largement contribué à l'incroyable esthétique de ce film. Pour ce qui est de la critique de Next Best Picture, Wes Ball prend judicieusement
son temps pour établir l'état de la planète plusieurs générations après le dernier film, explorant comment la légende christique de César s'est propagée à la fois pour le meilleur et pour le pire, et nous présentant deux nouveaux personnages qui nous tiennent à cœur. Owen Teague, Kevin Durant et Peter Macon livrent tous des performances mémorables. Une formidable prouesse visuelle avec les meilleurs effets visuels vus dans un film depuis Avatar, la voix de l'eau, rien que ça, sans jamais s'écarter de son noyau émotionnel. Et une dernière critique de Filmspeak, les singes n'ont jamais été plus forts dans le magnifique Le Nouveau Royaume de Westball. Les complexités de l'héritage de César sont importantes, mais tordues dans cette odyssée de vérité et de mensonges, de connaissance et de pouvoir. Un régal visuel à couper le souffle. Un nouvel espoir pour la franchise La Planète des Singes. Visiblement, la presse est emballée. Le réalisateur de la trilogie du labyrinthe peut se frotter les mains avec cette bonne presse. À l'heure où j'écris ces lignes, le film est en salle depuis le 8 mai 2024 en France. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du film si vous l'avez déjà vu. Et pour finir l'émission, ma recommandation. Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être un film, une série, que ce soit une œuvre ancienne ou récente, peu importe, considérez ça comme une mini-critique car je n'irai pas forcément dans le détail. Et c'est parti. Avant de commencer, sachez que je vais diffuser la bande-annonce qui peut dévoiler certaines scènes clés du long métrage et peut comporter des spoilers, même si ma critique n'en a pas. En tout cas, vous êtes prévenus. Ma recommandation, c'est un film sorti en 2014 qui est légèrement sous-estimé, porté par une réalisatrice de talent et Ryan Reynolds. Alors que Ryan Reynolds a enfin son affiche rêvée avec En compagnie de Wolverine, attendu cet été, je vais revenir sur pourquoi The Voices est le meilleur film avec Ryan Reynolds. Marjane Satrapi nous conte avec The Voices un choix plutôt étonnant. Depuis Persepolis et Poulet aux prunes, la réalisatrice d'origine iranienne tente à chaque fois un film dans un style différent. Pour son histoire, Jerry vit à Milton, petite ville américaine bien tranquille où il travaille dans une usine de baignoire. Célibataire, il n'est pas solitaire pour autant dans la mesure où il s'entend très bien avec son chat Monsieur Moustache et son chien Bosco. Jerry voit régulièrement sa psy, aussi charmante que compréhensive, à qui il révèle un jour qu'il apprécie de plus en plus Fiona, la délicieuse anglaise qui travaille à la comptabilité de l'usine. Bref, tout se passe bien dans sa vie, plutôt ordinaire du moins, tant qu'il n'oublie pas de prendre ses médicaments. Rien que son synopsis, déjà, on ne peut que être séduit par son originalité et très travaillé dans son écriture, épousant une mise en scène en plus maîtrisée. En rôle principal, elle a choisi, à notre grande surprise, Ryan Reynolds, qui montre ses talents cachés d'acteur. Pourtant, en acceptant ce genre de rôle, c'est une sacrée prise de risque dans une carrière. Je crois ne jamais avoir vu un film du même genre, car il arrive à mêler les côtés humoristiques et glauques. La mise en scène s'amuse d'ailleurs à jouer sur les contrastes, et ça tout au long du film, jusqu'à sa scène finale. Il n'y a pas qu'une simple opposition entre le bien et le mal, plusieurs scènes montrent des contrastes. Nous avons la soirée où les filles s'amusent au karaoké pendant que lui s'ennuie par exemple. Ta vision de la vie aussi également qui est contrastée. Son appartement, le travail, les personnes sont exposées avec des couleurs comme sorties d'un dessin animé, alors que la réalité est très sombre. La scène finale, très glauque, se conclut avec une comédie musicale, avec des couleurs très vives et des sourires à n'en plus finir. Toute la magie du scénario et de la mise en scène opère totalement et nous offre un film vraiment déjanté et subtil. On nous montre les côtés terribles de la schizophrénie, mais on nous l'expose aussi de façon humoristique. La mise en scène reste le point fort du film, nous sommes dans la tête d'un schizophrène, alors les possibilités sont multiples et bien utilisées par la réalisatrice. C'est considéré comme un thriller horrifique et il remportera d'ailleurs le prix du public à Gérardmer. Le film comporte tout de même des défauts, et notamment sur sa communication. En effet, le film n'a pas très bien marché, et je crois savoir pourquoi. En effet, parlons de l'affiche. Elle frôle par exemple le ridicule avec ce chat derrière l'acteur. Et quand on connaît la filmographie de Ryan Reynolds, on s'attend à une comédie légère. Le spectateur ne peut pas être attiré par cette affiche, pensant même à un nanar, et par conséquent n'aura pas envie d'aller voir le film. Pourtant, quand on regarde la bande-annonce, on change totalement d'avis. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je le répète, je vous déconseille, même si je la diffuse en arrière-plan, de la regarder, car elle montre pas mal de scènes clés. Un petit mot sur les autres acteurs, les seconds couteaux, comme on dit, aussi formidables comme Anna Kendrick et Gemma Arterton. En résumé, le film m'a totalement séduit. Je regrette seulement d'en avoir un peu trop vu dans la bande-annonce. La mise en scène, encore une fois, est très bien pensée, la saturation des couleurs lorsque l'on passe de
sa tête à la réalité est très bien géré. C'est un film court, mais très bien rythmé, glauque parfois, mais c'est un véritable plus pour son originalité. Je pourrais développer avec une partie spoiler, mais je vais m'arrêter là concernant le film. Cependant, on peut continuer d'en parler en zone commentaire, je serais ravi d'en débattre avec vous. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.